j'ai écouté ma voix, je retrouve ma raison d'être, mes valeurs, etc. Il y a plus de sens en fait qui se dégage de moi. Il y a plus de, disons que c'est aligné. Et du coup, dans la vie de tous les jours, on sait pourquoi je dis telle chose, on sait pourquoi je demande à ce qu'on fasse telle chose. Du coup, il y a moins de résistance, il y a moins d'opposition. C'est plus fluide en fait. Bienvenue sur Pourquoi pas moi en chemin. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Ici changer de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération, finançable à 100% avec votre CPF. Dans En chemin, je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances, le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix? Quel plaisir de vous présenter aujourd'hui une nouvelle personne dans En chemin. Cette interview est particulière, car Nadia a décidé de se reconvertir suite au bilan de compétences nouvelle génération. C'est la première personne dans l'histoire de Pourquoi pas moi à avoir utilisé son CPF pour financer son programme. Je me revois encore échangeant avec elle par message sur Instagram un dimanche de retour de week-end. Merci Nadia, merci de m'avoir fait confiance et bravo pour tout ce chemin parcouru depuis 7 mois. Nadia a fait des études d'ingénieur. Son travail lui plaisait. Suite à son 2e congé maternité, elle change de travail et là, cela ne se passe pas bien. Elle rencontre des problèmes avec son fils qui rentre à l'école et la spirale infernale l'entraîne jusqu'à la dépression. 9 mois après, Nadia a quitté son emploi, s'est formée et vient de créer son entreprise pour devenir thérapeute en accompagnement parental. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nadia Davoulery. Bonjour Nadia. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, il est là. Alors, c'est une broche où il y a écrit Wife Mum Boss dessus. C'est une créatrice du Nord qui l'a faite. Elle s'appelle, son nom c'est Lépi de Naïs. Et elle l'a faite sur mesure parce que je voulais qu'il y ait les mentions Wife Mum Boss dessus. Et je trouve que ça me représente complètement. Aujourd'hui, c'est un peu les 3 casquettes que j'ai, à la fois l'épouse, la mère et la boss. Donc l'indépendante quoi. Donc ouais, j'ai pris ça. Alors c'est pas quelque chose qui me définit depuis toute petite, hein, c'est très 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 récent, mais voilà, j'ai trouvé que c'était le plus représentatif. Et tu te l'es offert quand, ce petit cadeau? Je crois que c'était septembre, octobre par là, que je lui ai demandé de le faire. Génial. C'est quelqu'un qui tisse à la main, qui fait ça, c'est sa reconversion aussi. Donc j'ai trouvé ça super comme concept et puis j'en ai profité. Ouais, tu me donneras le lien, on le mettra dans le blog pour toutes les personnes qui ont envie de se faire ce petit cadeau. C'est super. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans les Yvelines, Okay. à Elancourt très précisément. Et quelle enfance tu as eue? Une enfance, on va dire, très rangée, je dirais sage, mais mes parents ne diront pas ça, je pense. Mais voilà, disons que j'écoutais ce que me disaient mes parents. Voilà, ils avaient à cœur que je fasse des études, des grandes études. Donc j'ai fait des grandes études. En fait, ils ont eu une vie complètement différente parce que eux, ils ont grandi en Inde. Ils sont arrivés ici après leur mariage en France. Et donc forcément ils ont envie que leurs enfants ne manquent de rien. Donc forcément ils nous incitaient, moi et mon frère, à faire des grandes études, à ne pas être dans le besoin quoi plus tard. Ouais. Et ça, du coup, pourquoi ils ont quitté l'Inde pour venir en France?
Ah bah l'attrait d'un pays développé, d'un pays riche, d'un pays où il y a de la sécurité à la fois quotidienne, sur l'emploi, sur une sécurité sociétale aussi, parce que tu as beaucoup d'aide pour les personnes qui n'ont pas de hauts revenus. Donc ouais, voilà, c'est l'attrait de tout ça. Et t'y es déjà allé ou tu y vas régulièrement en Inde? Oui, 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 j'y vais régulièrement. La dernière fois, j'y suis allée, c'était en 2018. Mon fils avait 1 an. J'avais envie de le présenter à toute ma famille parce que, en fait, c'est du côté de mon père qu'ils sont venus. Donc, j'ai pas mal d'oncles et tantes en France, installés en France, du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, ils sont tous là-bas. Donc, voilà, mes tantes proches, ma grand-mère. Enfin, donc voilà, j'avais envie de présenter mon fils. Et puis là, ma fille qui est née en 2020, je sais pas quand je vais y aller, mais j'ai Ouais, l'envie aussi d'y retourner. génial. Et quand t'étais une petite fille, c'était quoi toi tes rêves? Oh, alors, j'avais un rêve qui était, quand tu me poses la question spontanément, c'est ça qui me vient. J'avais envie de devenir réalisatrice de films. Ah, c'est complètement, je crois que c'est mon côté imaginaire, créatrice qui se manifestait. Et bah j'en ai parlé à mes parents. J'aurais pas dû parce qu'ils m'ont dit non mais fais pas ça, tu vas pas gagner ta vie. Mais mes parents, pour eux, il fallait être ingénieur parce que voilà, ils pensaient que c'était le seul moyen de s'épanouir et en fait c'est une autre génération. On travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, notre génération c'est autre chose. On travaille pour s'épanouir. Ouais, c'est clair. Et donc au moment de faire des études, comment ça s'est passé pour toi le choix? Alors, jusqu'au bac, j'ai suivi un peu mes affinités, donc j'ai fait S scientifique, voilà, j'ai suivi un peu le cours des choses et puis une fois que j'ai eu mon bac, il fallait bah, s'inscrire pour des études supérieures et là j'avais le choix entre bah, un faire ingénieur comme mes parents me le conseillaient fortement où j'avais quand même quelque chose qui me titillait, qui m'appelait, c'était la voie psychologue et bah je me suis mis moi-même des barrières en me disant c'est bouché, j'aurais pas forcément un travail, enfin je sais pas, je me suis mis de grosses barrières toute seule et puis bah j'ai pris la voie de la sécurité, j'ai écouté mes parents et je me suis inscrite dans un DUT et ensuite dans une école d'ingénieur. C'est marrant parce que tu vois, en effet, bon, t'es un petit peu plus jeune que moi, mais pas non plus énorme. Et c'est vrai qu'à notre époque, psychologue, c'était pas, en effet, c'est un métier où on nous disait ceux qui vont en psycho, c'est vraiment, il n'y a pas de débouché. Et aujourd'hui, on se rend compte du nombre de personnes qui se reconvertissent dans tous ces secteurs et même qui reprennent leurs études de psychologue. C'est fou, en effet, de voir que à notre époque, ça fait vieille conne de dire ça, mais de notre temps, comme disait mon fils l'autre jour, non mais maman, on n'est pas du même siècle. Et là, j'étais là, mais il a raison, mais on n'est même pas du même millénaire. Mais bon, toujours est-il que, ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, en effet, psycho, c'était pas un métier. Et de toute façon, déjà, le truc, c'est que je pense que c'était lié aussi au fait que à l'époque, aller voir un psychologue, c'était complètement tabou, quoi. Mmh. Et qu'aujourd'hui, bah voilà, tout le monde ne va pas voir un psy, mais en tout cas, c'est beaucoup plus assumé et beaucoup moins tabou, en effet. Mmh. Mais il y a encore du chemin à faire, mais oui, oui, on en parle plus. Ouais, Effectivement, je vais faire une thérapie. À l'époque, on pensait que c'était que pour les fous, enfin, exactement. Mmh. mais non. Là, on se rend compte qu'il y a énormément de choses enfin, énormément de blessures à soigner, à classer, pour continuer son chemin. Ouais. Et donc là, au moment où tes parents te disent: «Non mais réalisatrice, tu planes», quand ils te disent: «Bon, en fait, psycho» et que tu t'es mis tes propres barrières, comment tu l'as vécu, au fond de toi, tout ça? En fait, au fond de moi, je te dis, j'ai choisi la sécurité, donc pour moi, ça m'allait.
parce que je pense que je suis quelqu'un qui n'assume pas très très bien. Donc ça m'allait d'aller suivre la voie qu'on m'avait indiquée, parce que si ça va pas, bah je me suis dit j'aurais pu taper sur la sur la personne qui me l'avait indiqué, tu vois. C'est un peu ça, mais voilà, c'est donc du coup je le vivais très bien en fait. Donc là, du coup, tu t'inscris dans une école d'ingénieur. Comment ça se passe? Bah écoute, j'ai fait un DUT avant, donc 2 ans de DUT où fallait être plutôt enfin fallait être bien, enfin fallait avoir de très bonnes notes, fallait avoir un bon dossier pour postuler à une école d'ingénieur. Donc voilà, moi j'ai pas fait de concours quand on suit un DUT, c'est sur entretien et dossier. Donc bah voilà, l'entrée s'est très bien passée. Je suis allée à une école d'ingénieur qui s'appelle Polytech à Nantes. Du coup, j'ai quitté le domicile de mes parents. J'ai pris un petit studio vraiment tout petit à Nantes, à côté de l'école, sur le campus. Et puis bah c'était la vie étudiante en fait. À Nantes, on a les tonus qui sont les fêtes étudiantes en boîte de nuit. On appelle ça les tonus, et bah, j'ai découvert un peu toute cette vie-là. Je me suis éclatée. Et tes parents, du coup, quand t'as été prise à Polytech, comment j'imagine qu'ils devaient être hyper heureux et hyper fiers. Oui, ils étaient contents. Après, je pense ils avaient aussi une petite appréhension de que je parte, mais mon frère avait lui fait prépa et une école d'ingénieur, et son école c'était les mines de Nantes. Donc ils étaient aussi un peu contents qu'on soit pas loin l'un de l'autre. En plus, on était vraiment pas loin. Les deux écoles sont très proches. Et tes parents, du coup, ils font quoi comme travail? Alors mon père, il travaille, il est en tant que magasinier pour l'armée de terre, mais en tant que civil. Et ma mère, elle est mère au foyer. D'accord. Donc du coup, là, tu pars à Nantes. Ouais, j'imagine du coup pour ta maman qui était mère au foyer, la deuxième qui s'en va, ça a pas dû être facile pour elle. Là, tu t'éclates. Et comment ça s'est passé du coup tes premiers jobs? Mon premier job, je l'ai eu à Paris. Donc je suis retournée chez mes parents. C'était très difficile de retourner chez ses parents. J'imagine. Et en plus, bah, j'avais rencontré mon mari actuel à Nantes, à l'école d'ingénieur. Donc lui avait trouvé son job là-bas, suite à son stage de fin d'études. Donc en plus je le quittais. Donc enfin on se quittait physiquement. Donc c'était dur aussi sur ce niveau-là. Mais mon premier job c'était une horreur. Hein. J'ai été recrutée par une personne qui était c'était un manager très peu humain, on va dire, qui profitait énormément bah, du fait que je sois toute nouvellement diplômée, toute jeune, même limite une femme qui donc voilà, c'était vraiment une mauvaise expérience. Enfin voilà. Et justement, c'était une question que je voulais te poser. Le fait d'être une femme dans une école d'ingénieur, clairement, t'es en minorité. Ça, c'est quelque chose que tu as vécu comment? C'était pas si c'était pas un mauvais souvenir. Enfin oui, on était une dizaine hein, pour 50, 60 élèves, je pense en tout dans notre promo. Bah en fait, moi je m'entends bien avec tout le monde. Hein. C'est vrai que j'avais une copine qui était avec qui j'étais très attachée. Après il y avait les mecs, bon ils étaient sympas. C'était très respectueux. Il y avait il y avait pas de, enfin si, il y avait deux fois des petites blagues un peu sexistes, hein, mais non, ça se passait très bien. Et donc là, donc ce premier job donc se passe pas très bien. Tu t'y restes combien de temps? J'y suis restée au final 1 an et quelques mois. Le temps parce qu'en plus moi je cherchais un travail mais sur Nantes. Forcément, ouais.
Quand t'es jeune diplômé, c'est dur de trouver du boulot. Mais encore plus en province, parce que bah forcément là où il y a le plus de travail, c'est en région parisienne, et donc plus d'entreprises à même de prendre des jeunes diplômés. Et est-ce que tu as réussi à trouver un job à Nantes? Oui, finalement oui. Et le fameux travail où je me suis épanouie pendant cette 2013 à 2019, ouais, pendant 6 ans, ouais, à peu près. 6 ans. Donc ouais, c'était. Je me rappelle encore de cet entretien où juste avant on avait fait un super week-end en Bretagne avec mon chéri, et sur le retour il y avait 3 heures de trajet, je crois, en voiture. Il m'a coaché, mais comme pas possible. On a parlé de qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que c'est qu'une personne motrice, et tout ça. Je m'en rappelle encore, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à décrocher le job à ce moment-là. Donc là, du coup, tu pars chez Engie pendant 6 ans. Après, vous déménagez à Marc-en-Barœul, donc à côté de Lille. Ouais. Pourquoi? Alors là, c'était suite à alors oui, c'était Lambersart. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais c'était suite à mon mari qui a changé d'entreprise, parce que lui, depuis son stage de fin d'études, il a toujours été dans la même entreprise où il a évolué et tout ça. Et Il n'est puis pas resté après, il a stagiaire. ressorti. Non, oui, Non. là, il a évolué d'ingénieur à chef de projet, etc. Mais au bout d'un moment, il sentait qu'il avait fait le tour, et il a été voir ailleurs, quoi. Et ça a été quand même un gros changement. Toi, donc, tu as pu te faire muter au sein d'Engie? Ouais, j'ai pu me faire muter. Je suis passée du département de la marine au nucléaire. Ça avait l'air super intéressant. J'étais contente. Mais il faut savoir que à Nantes, j'étais dans un département donc où il y avait pas mal de filles au final. On était quasiment du même âge. On est tombées enceintes presque à se suivre en fait les unes les autres. Donc on avait des centres d'intérêt très proches, et c'était super quoi. Enfin tu vois, j'accorde beaucoup d'importance à l'environnement humain, et c'est pour moi c'était le kiff. Et puis le boulot en lui-même était super intéressant aussi. Quand tu dis que c'était, du coup, c'était quoi ton métier à l'époque? J'étais donc dans les études, et j'étais surtout en lien avec les fournisseurs des projets. Et donc ça veut dire que je me déplaçais régulièrement les voir. Ça peut Dans d'autres pays, ça pouvait être en Italie, Allemagne, Finlande. Et je les suivais de sorte que le matériel soit conforme à nos exigences, réceptionner le matériel sur le chantier, parce donc c'était pour des paquebots à Saint-Nazaire. J'étais juste à Ok. côté des chantiers navals, ou ailleurs, mais voilà, c'était essentiellement ce que je faisais. Moi, ça me fascine de voir toutes ces super constructions. Ouais. C'est clair, c'est impressionnant. Ouais. Et donc là, comment tu l'as vécu ce déménagement dans le Schnorr? C'était, tu vois, j'étais pleine d'excitation. C'était un renouveau c'était l'aventure. On Parce que avait déjà vous connaissiez notre personne petit. là-bas? Non, on connaissait personne. On a un ami qui date de l'école d'ingénieur, qui s'appelle Cyril, qui habite plutôt dans le Pas-de-Calais que le Nord. Donc bon, c'est pas non plus très loin, c'est à une demi-heure. Mais sinon, on n'avait personne. Donc voilà, c'est vraiment l'aventure pour le coup. Et alors, comment ça s'est passé? Et ben, comment ça s'est passé? On est arrivé en octobre, juste avant les mois compliqués, où il fait froid, il fait noir. Donc ça a pas été comme je l'imaginais. En plus, c'était juste avant le Covid. Donc ça a été compliqué pour faire des rencontres, pour se lier d'amitié avec d'autres familles, d'autres personnes, des parents ou pas d'ailleurs. Donc je pense que moi aujourd'hui je qualifie cette période de solitude. Ouais.
Et au niveau professionnel, donc t'as eu ta fille, qui est née. Oui, j'étais enceinte quand on a déménagé et donc ma fille est née en avril 2020. Ouais. Et donc j'ai fait quelques mois au nucléaire avant de partir en congé mat. Et j'étais vite déçue parce que le projet était super intéressant, mais l'équipe l'équipe était très comment dire, c'était à la fois distance, il y avait beaucoup de turnover. Tu sentais que t'étais qu'un numéro en fait. Mm. Et ça m'a pas plu. Donc voilà, bon de toute façon je partais en congé mat, je me dis bon bah voilà, hein, c'est. Mais voilà, pendant mon congé mat, je me suis fait débaucher. Enfin pas, j'ai été approchée par un recruteur et puis je me suis dit pourquoi pas et j'ai changé d'entreprise. Et donc du coup, t'es pas retournée chez Engie suite à ton congé mat? Non. Ce qui est courageux parce que changer de job après un congé mat, c'est pas forcément le moment où on est le mieux. Comment ça s'est passé? C'est clair. C'est pas forcément le mieux, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est pas moi qui suis allée chercher. Donc il y a une part, comme je te disais tout à l'heure, où j'assume pas. Bah là, c'est pareil. On est venu me chercher. Donc en fait, je me suis laissée porter par les choses et je suis arrivée à signer ce nouveau contrat. Et et voilà. Donc ça m'a pas trop demandé d'énergie en fait. Et donc là, ce job-là, tu l'as pris donc en septembre 2020. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période pour que finalement on se parle aujourd'hui? Ouais. Alors en septembre 2020, donc je reprenais, enfin après 5 mois quasiment à m'occuper de mes enfants, je reprenais le travail dans une nouvelle entreprise. Mon fils commençait, enfin avait sa première rentrée en petite section. Ma fille commençait chez la nounou et ça faisait beaucoup de nouveaux, hein, de renouveau. Et voilà, c'était tout de suite reprendre un rythme assez intense. Et les difficultés sont arrivées petit à petit et ça a été très dur de les gérer. Donc mon fils a eu un changement de comportement assez drastique. On le reconnaissait plus tel qu'on nous le décrivait, tel que les maîtresses et le personnel de l'école nous le décrivaient. On se disait mais c'est pas notre fils. C'était à l'école, parce que parfois on dit que les enfants ont un comportement différent à la maison et à l'école. Vous, pour le coup, c'était à l'école où il était C'était à différent de. l'école que ça posait problème, ouais. Et à la maison, c'était l'enfant qu'on connaissait, quoi. Et donc ça a été difficile à gérer, avec beaucoup de culpabilité, forcément, en tant que maman. Ensuite, moi, le travail que j'avais pris, c'était intéressant, mais c'était compliqué avec une personne en particulier qui j'estime ne savait simplement pas travailler en équipe. Avant moi, il y a plusieurs personnes qui étaient arrivées et qui étaient parties. Donc voilà, encore une fois, je tombais sur quelqu'un de difficile. Donc ça commençait à me peser. Et et bof, ça allait, à part qu'elle était encore petite et que des fois les nuits c'était encore un peu compliqué. Et ton corps a commencé à te parler? Ouais, mon corps a commencé à me parler, mais tu vois, à ce moment-là, je ne l'écoutais pas. Ah bon? Je n'avais pas appris à l'écouter. Non, je savais pas. En fait, ouais, j'avais régulièrement enfin, j'appelle ça une tendinite, mais je pense pas que ce soit vraiment ça, à l'épaule droite. Et ça, ouais, ça me faisait mal. Et donc, je sais que quand j'allais nager, ça me faisait travailler la brasse, ça fait travailler ces mouvements-là, donc ça me faisait du bien. Mais là, j'avais juste pas le temps en fait de nager, d'aller à la piscine. Je crois qu'en plus, elles étaient encore fermées à l'époque. Enfin, je sais plus. Je m'étais inscrite au badminton en septembre, nouvelle résolution et tout, mais j'ai fait une fois et après c'était arrêté à cause du Covid. Je me rappelle que j'avais le temps pour rien en fait. Le matin, c'était tellement timé que j'avais même plus le temps de mettre de la crème de jour
et c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Je prenais au moins ce temps-là, et cette époque-là, c'était hallucinant parce que je prenais même plus le temps pour ça. Et quand j'en Ouais. parlais à mon mari, il me disait, bah, t'as qu'à prendre le temps. Bah oui, c'est facile à dire. Et du coup, je me disais, mais c'est vrai, pourquoi je prends pas le temps, en fait? Donc ouais, c'était vraiment tête dans le guidon. Et donc tu vois, avec peu de place pour écouter son corps, avec peu de place pour prendre du recul et se dire, mince, qu'est-ce qui va pas? Et j'arrive à Noël, je suis complètement épuisée, même si je m'en rends pas compte à ce moment-là. Je vois plusieurs fois ma généraliste qui me dit, oui, oui, c'est encore aujourd'hui, elle me disait, oui, à cette époque-là, vous étiez vraiment fatiguée, quoi. Et enfin voilà, c'était le début de la longue chute, on va dire. Et donc ça a été Et, quoi du coup cette chute? et donc, bah, ça a été que après Noël, j'ai commencé à multiplier les arrêts parce que ça allait pas du tout. Donc quelques jours, une semaine, puis 2 semaines. Et ma généraliste voyait bien, hein, parce que bah voilà, des fois ma fille se levait la nuit pour un cauchemar ou un autre. Je m'occupais d'elle, je la rendormais, mais moi je me rendormais pas. Ce qui faisait des gros trous dans la nuit, ce qui faisait que je récupérais pas, que du coup j'enchaînais avec ma journée de travail. Et j'arrive le soir, je suis encore plus fatiguée. Mais voilà, c'était un cercle vicieux. Et à un moment donné, on finit par mettre le doigt dessus. Alors comment c'était que je me souviens bien? Ouais, alors c'était un mercredi. J'étais à 80% encore. Et un mercredi, je me dis, mince, ça va pas du tout parce que je devais m'occuper des enfants, mais je pleurais toute la journée. Et je me dis, ben là, il y a un problème, quoi. Et donc le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez ma généraliste et je lui explique vraiment tout. Et là, elle me dit, bah, écoutez, je vais vous donner des médicaments pour la dépression parce que ça commence. Je pense qu'il y a un peu de ça. Avant ça, elle m'avait donné un traitement plus léger qu'on appelle le Stressam pour le stress et tout, qui je trouvais n'avait pas fait grand-chose. Mais là, on commence vraiment le traitement de la dépression, et là, ça me faisait à la fois peur, mais à la fois j'étais soulagée parce que je me disais, je vais pouvoir aller de l'avant, quoi. Je vais pouvoir sortir de cette phase que je ne comprenais pas, qui me tirait vers le gouffre et que je voulais pas du tout. Et donc il faut 15 jours, je crois, pour que ça fasse effet. Et au bout de ces 15 jours, j'ai commencé à me dire, ouais, ça va mieux, quoi. Il y avait comme une sorte de légèreté qui commençait à s'installer, et ça me plaisait. Et ton mari dans tout ça, comment il a vécu tout ça? Jusqu'au diagnostic de la dépression, je lui en parlais peu. Et c'était bizarre parce que bon, lui aussi, il était dans son quotidien, tête dans le guidon, et quand il me voyait enchaîner les arrêts, il se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, pourquoi? Et il comprenait pas. Et je lui disais, bah, que voilà, j'étais fatiguée, que il fait, bah ouais, mais c'est comme ça. Enfin, il comprenait pas, quoi. Et après, quand le diagnostic est tombé, il se dit, d'accord, mais il comprenait toujours pas. Je pense qu'il y a aussi eu un peu d'éducation là-dessus, parce que qu'est-ce que c'est qu'en fait une dépression? Bah, en fait, c'est une maladie. C'est pas, on choisit pas d'être dans cet état-là. Donc il y a eu aussi d'éducation à faire à ce niveau-là. Ouais. Et donc là, quand tu dis à tes employeurs, bah, arrêt sur arrêt sur arrêt, ça fait quand même pas si longtemps que ça que tu es dans la boîte. Comment ils accueillent la chose? Ben, je sais pas. Moi, j'ai été transparente avec eux, hein. Je leur ai dit. Je pense euh, ils sont à la fois surpris, mais ils ne le sont pas, parce que juste avant, il y a quelqu'un d'autre, un collègue qui a été recruté
tout cas résumé en même temps que moi et qui est parti aussi en dépression avant moi. Parce qu'il était aussi en collaboration avec la personne dont je disais qu'il peut pas travailler en équipe. Donc ça a joué un petit peu. Moi aussi, j'ai été transparente. J'ai dit que c'était aussi un peu à cause de cette personne que c'est difficile en fait et que ça nous donne pas envie de venir travailler. Donc voilà, je pense qu'ils étaient un petit peu, ils s'en doutaient quoi. Et puis je l'avais aussi dit à un moment, j'avais demandé un entretien avec mon responsable pour lui dire comment je fais pour travailler avec cette personne quoi. Vous m'avez mis avec elle, mais c'est juste pas possible. Donc comment je fais? Et on m'avait dit en même temps que c'était logique, mais on m'avait dit qu'il fallait que je m'adapte et que cette personne était dans la boîte bien avant moi. Donc ouais, d'accord, je vais essayer de m'adapter, mais j'ai pas réussi. Ouais. Et à partir de quand tu as commencé à avoir l'idée de ton podcast? Ah oui, c'est vrai. J'ai lancé mon podcast en décembre 2020. Suite aux difficultés de mon fils, parce qu'encore une fois, je me sentais seule vis-à-vis de ça et j'avais envie de partager, j'avais envie de trouver des parents qui auraient vécu la même chose, j'avais envie de trouver des réponses à mes questions, j'avais envie de soutien en fait aussi. Et donc je me suis dit déjà je vais chercher s'il y a déjà un podcast qui parle des difficultés des parents. J'ai pas vraiment trouvé, donc c'est là que j'ai eu l'idée de le lancer. Et ce podcast, c'est ce qui disons que c'était le seul moment de bonheur que j'avais à ce moment-là, parce que je faisais des rencontres, je découvrais des belles, des beaux parcours, de belles personnalités, des défis, des difficultés aussi, mais de belles manières de s'en sortir. Et c'était passionnant. Je trouvais ça passionnant. Donc voilà, tu vois de décembre à avril, je dirais, où où vraiment j'ai été diagnostiquée et où j'ai été prise en charge. C'était vraiment que le podcast qui me tenait quoi. Ouais. Et donc là, en avril, donc diagnostiqué, qu'est-ce que tu fais par rapport à ton travail? Je suis en arrêt, donc je leur dis, je suis transparente avec eux. Mais voilà, je sais pas encore si à ce moment-là, au fond de moi, je savais que je voulais pas, je voulais pas y retourner. En fait, pour être honnête, au fond de moi, je pense qu'en février, janvier, par là, je me dis, c'est pas possible, faut que je fasse autre chose de ma vie. Mais bien sûr, à mon employeur, je lui dis pas ça. Hein. je lui dis, je sais pas, faut que je prenne du temps pour moi. Donc voilà, je prenais le temps pour moi. Et c'est là que c'est en avril aussi où je me suis inscrite à ton bilan de compétences nouvelle génération. Et avec vraiment la ferme intention de me trouver une vraie reconversion, donc un métier à la clé. Tu vois, je me suis inscrite avec cet objectif-là. Ouais, c'est assez amusant parce que il y a des personnes qui se disent voilà, moi j'ai juste envie de savoir ce qui apporte du sens dans ma vie, et des gens comme toi qui sont là vraiment en mode je veux me reconvertir à tout prix parce que je sais que cette vie-là aujourd'hui me convient plus. Et du coup donc toi tu l'as fait en mode vraiment express parce qu'il est fait pour durer 3 mois, mais t'étais tellement à fond que tu l'as fait du coup en 1 mois et demi. Ah ouais, j'étais en arrêt aussi, ça aidait. Et donc j'avais le temps et je me rappelle encore dire à mon mari mais je suis trop à fond quoi, j'aime bien me découvrir, j'ai qu'une hâte, c'est de reconstruire le puzzle. Là je voyais le dernier module, le puzzle qui me faisait de l'œil, là j'avais qu'une hâte, c'est d'y arriver. Et parce que j'avais envie en fait de découvrir ce nouvel objectif de ma vie, c'est découvrir ma mission de vie et de commencer à la construire aussi. Ouais, parce qu'en fait, petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas le bilan de compétences, c'est que, enfin, celui que j'ai créé, c'est que la vraie approche différenciante par rapport au bilan de compétences traditionnel, c'est qu'il est vraiment basé sur une approche globale, à savoir
apprendre vraiment à se connaître, parce que finalement, le constat, c'est de se dire comment trouver un job qui te correspond si tu ne te connais pas vraiment. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher à se connaître, à se comprendre, à s'aimer et faire en sorte, du coup, de trouver un métier qui a du sens pour soi, parce que le sens pour soi est vraiment dépendant de qui on est, en fait. Et donc, il y a énormément de choses que tu m'as apprises via ces bilans de compétences, et notamment aussi à apprendre à écouter son corps. Et ça, je crois que ça a été une révélation pour moi, parce que vu dans quoi je me suis reconvertie, j'ai fait énormément j'ai étudié beaucoup de choses, mais quand on est enfant, la plupart des personnes de ma génération ont peut-être vécu à faire ses choix en fonction de l'approbation des gens externes, donc des gens qui comptent pour nous. Ça peut être nos parents, nos frères et sœurs, ou nos conjoints. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qui va nous donner le plus d'épanouissement. Et donc, à travers ton bilan de compétences, on apprend à écouter son corps pour qu'il soit une sorte de boussole pour nos choix. Et ça, c'est génial, parce que du coup, tu dépends plus des autres, tu dépends que de ton ressenti. Et c'est tellement plus glorifiant, tellement plus impactant, et on peut en être, on en est plus fier, en fait. Et ça, c'était génial. Ça, c'est fou, tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai découvert moi-même dans tout le process de ma reconstruction suite au burn-out. Et tu vois, j'en parlais pas plus tard que cette semaine avec quelqu'un de très proche qui est en train de changer de boulot. Et je lui ai dit, tu sais, écoute ton corps, parce qu'en fait, c'est lui qui sait le mieux. Et parfois, en fait, on a des opportunités dans la vie où on se dit, sur le papier, c'est génial. Enfin, vraiment, tous les signaux sont verts. Mais si ton corps, il t'envoie des signaux en mode, tu sens que t'es un peu tendu, machin, en fait, écoute-le. Alors après, ce que je lui disais, moi, je sais que parfois, j'ai des opportunités qui se présentent. Mon corps, je l'écoute et je sais bien qu'il me dit que je vais pas y aller. Je fais quand même toute la démarche, parce que je me dis que finalement, c'est quand même intéressant d'avancer et tout. Et parce qu'on a à apprendre de chaque rencontre et tout. Mais finalement, à chaque fois, ce qui est fou, c'est que la conclusion, c'est que je vais pas avancer avec la personne en question, parce que bon, il y a plein de raisons qui fait qu'il faut pas le faire. Mais je suis hyper, moi, j'avoue, comme tu disais, la fierté de se dire, je l'ai écouté, parce que tu vois, dans le podcast, je pense à Dorothée Barthes, qui racontait que un jour, son corps lui avait dit de pas y aller. Elle y est allée, elle a perdu tous ses cheveux. Je pense aussi à Alia Cardin, qui un jour, pareil, un job, elle savait que son corps lui disait n'y va pas, et puis bon, la sécurité financière, tout ça fait qu'elle y est allée, elle a perdu je sais pas combien de kilos, mais un truc vraiment limite grave, en fait. Et c'est fou, parce qu'en fait, finalement, quand c'est l'ego qui parle, quand c'est le mental, c'est le fait d'avoir peur qui parle, on n'écoute pas forcément son corps, mais notre corps, il sait toujours mieux que nous, en fait. Et c'est vraiment de se dire, en toute objectivité, qu'est-ce qui m'envoie comme signaux maintenant, tout de suite, quoi. C'est ça. Et ça se traduit par des mots, par notamment mon espèce de tendinite que j'avais à l'épaule droite, où maintenant je me dis, en fait, c'était un signal d'alerte. En fait, ça me disait, arrête-toi là, t'es trop tête dans le guidon, pose-toi, recentre-toi sur toi, qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà, c'est maintenant après coup que je sais, mais voilà. En tout cas, c'est toujours bien d'écouter son corps, mieux vaut tard que jamais. C'est clair, bien sûr, il est jamais trop tard, tu vois. La semaine dernière, j'ai fait un live avec Aline Blondio sur la reconversion. Il y a une question qui a été énormément posée, c'est en gros, jusqu'à quel âge on peut se reconvertir? Mais en fait, il n'y a pas d'âge. Tu vois, j'avais interviewé Marion dans Chemin, qui à 60 ans est devenue vitrailliste. Et là, je me disais d'ailleurs que là, j'ai un copain qui a 60 ans, qui va prendre sa retraite là dans cette semaine. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'il est coach sportif et tout. Et là, il va me prendre un nouveau contrat pour pouvoir être vraiment coach sportif à temps plein. Et du coup, tu te dis, mais ouais, en soi, il est censé être à la retraite, mais là, il a sa deuxième vie qui commence. Et là, récemment, cette semaine, j'ai une personne dans mon entourage très proche où
on a été très très inquiets parce qu'on a cru que cette personne avait un cancer, et bon, finalement les résultats de la biopsie ont montré que tout va bien. Et tu vois, cette personne, je lui ai dit, mais elle a l'âge de nos parents, et je lui ai dit, mais attends, mais c'est un signe du destin pour te dire que c'est le moment de réaliser tes rêves. Enfin, t'es en bonne santé, on y va. Et en fait, c'est vraiment le message que je veux dire à tout le monde. C'est, il est jamais trop tard enfin, d'ailleurs, c'est ce que disait Dominique Bail, c'est que tant qu'on a la capacité de pouvoir être encore sur nos pieds, pouvoir faire des choses, et encore même sans être sur nos pieds, tant qu'on a l'envie et compagnie, allons-y, quoi. Mmh. Et même, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on le fait une fois qu'il faut que ce soit la bonne. Bien sûr. Tu vois, je pensais à, je sais plus, c'était Clotilde Dussoulier qui s'est reconvertie 2 fois. Moi, c'est pareil, au moment de me reconvertir, je me disais, mais faut que ce soit le bon, quoi. Faut pas que je me plante, faut pas encore que je me plante, tu vois. Et c'est via le coaching que j'ai pris aussi avec toi que la coach m'a fait ouvrir les yeux que, en fait. Il y a pas de fatalité là-dedans. Tu peux petit à petit avoir plusieurs étapes et au final arriver peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je me reconvertirai parce que les envies seront différentes, parce que j'aurai aussi évolué. Enfin voilà. En fait, ce qui est hyper important, c'est de savoir qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui fait qu'en fait, finalement, c'est une petite phrase qui va te dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça dans ma vie pour pouvoir être heureux. Mais le besoin de ça, après, en effet, en fonction du contexte, moi, tu vois, typiquement, il y a le podcast, il a 2 ans là au mois de janvier, et en fait, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est permettre aux personnes de retrouver du sens dans leur vie. Mais je savais pas du tout. Enfin, il y avait le podcast, mais je savais pas du tout que aujourd'hui on se parlerait, que je l'allais lancer un bilan de compétences, que j'allais écrire un bouquin. J'en avais aucune idée. Et à cette époque-là, moi aussi, j'étais pareil. J'étais vraiment dans ce truc de me dire non, mais en fait, il me faut un business plan à je sais pas combien de temps. Il faut que je sache exactement comment ça va être mon quotidien, machin. Et il y avait une personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit, en gros, Charlotte, détendez-vous. Quand vous êtes à votre place, les choses arrivent. Et tu vois, enfin, pour moi, d'ailleurs, je me disais qu'il fallait que je fasse un épisode des coulisses là-dessus. Là, donc, le podcast a 2 ans. Il y a 2 ans, tout le monde me disait, oh, alors, comment tu vas gagner ta vie? J'en sais rien. Je sais pas, mais le truc dont je suis sûre, c'est que ça va le faire. Et vraiment, c'était le truc vraiment dont j'étais absolument convaincue. Et là, on est 2 ans après. J'ai plus de chômage et je gagne ma vie. Et donc, en fait, c'est vraiment, enfin, avec du travail, quand on est vraiment à sa place, oui, évidemment, comme disait Margot Motin, c'est pas parce que t'es à ta place que c'est facile. Il y a beaucoup de travail, mais en fait, ouais, quand t'es à ta place, t'as l'alignement des planètes et tout ça, quoi. Ouais. J'aime bien dire, t'es automatiquement motivé. C'est ça, bah, carrément, ouais, c'est ça. Et au début du bilan de compétences, tu avais 2 idées de reconversion en tête. Est-ce que tu veux les partager? Ouais, bien sûr. Alors, je savais que je voulais faire quelque chose dans la parentalité. Mon podcast était dedans. C'est un peu ce qui m'animait. Et ben, je voulais ouvrir un café poussette. Où en fait ça c'était l'idée que j'avais avant de commencer ton bilan. Et en faisant le bilan petit à petit, j'ai découvert une autre voie qui me séduisait. C'était la voie psy, donc psychologue, thérapeute, voilà. Et petit à petit, je l'ai affinée et donc à peu près vers la fin, j'hésitais entre les deux. Et je me suis dit, quand même, le café poussette, est-ce que c'est pas quelque chose que moi, une voie que moi j'ai amenée, et en faisant les différents exercices, je me disais, ah bah ça, voilà, c'est moi qui trouve des choses et ça me ramène dessus pour me conforter. Et alors que l'autre voie, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui est revenu. En plus, j'y pensais déjà après le bac. Donc voilà, j'hésitais entre les deux, et puis au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la voie psy, parce que ça faisait plus sens en moi, parce que ma mission de vie au final, c'est d'aider les gens, et plus précisément d'aider les parents
comme je me suis aidée moi-même. Et donc je me suis dit je vais partir vers la voie thérapeute parce que ça a plus de sens pour moi. Et en me concentrant au début sur la parentalité, donc en tant qu'accompagnatrice parentale. Et puis après, voilà, j'ai plein d'ambitions. J'ai envie de me concentrer j'ai envie de me donner une casquette experte famille. Donc en faisant des formations pour être thérapeute conjugale. Mais il y a aussi des médiateurs pour famille. Enfin voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, d'élargir à la famille complète. Ça existe déjà, ce type de personnes, enfin qui font vraiment en effet la famille au sens global, parce que finalement tu dis c'est assez logique parce que potentiellement tu vas avoir des problèmes de couple parce que c'est tendu avec tes enfants, ou les enfants vont avoir des soucis parce que c'est tendu entre les parents. C'est ce que je me suis rendu compte, ouais, problème de charge mentale, problème de plein de choses. Je sais pas si ça existe déjà. En tout cas, je sais que les thérapeutes conjugaux, ça existe. Les coachs parentaux ou accompagnateurs parentaux existent. Est-ce que des personnes qui font les deux, j'ai pas encore fait mes recherches, mais voilà, faudrait que je regarde, ça serait intéressant. Et donc là, dans ta tête, tu dis ok, c'est ça ce que je veux faire. Donc là, tu finis le bilan de compétences, si mes souvenirs sont bons, fin mai, début juin. Comment tu enclenches la suite? Alors, comment j'enclenche la suite? Je savais, j'avais déjà vu, en tout cas, j'avais une formation qui me faisait de l'œil, qui était, je sais pas si je peux le dire. Oh, si, tu peux Ouais. tout dire. Ouais, tu m'as dit, tu Allez. peux tout dire. C'était la formation à la Micropreneur Academy de Maëlan Faure, pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, et pour construire son positionnement, sa stratégie, ses stratégies de vente en fonction du tunnel de vente. Enfin, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Tunnel de vente, tu me dis, je suis pas du tout marketeuse ni dans la com, tout ça. Donc je me suis dit, s'il faut que je fasse une formation, c'est celle-là parce qu'elle m'a l'air bien complète, elle m'a l'air bien adaptée en plus à tout ce qui est micro-entreprise. Donc voilà. Et j'ai vu que les inscriptions, c'était pas tous les jours, mais c'était quelques fois dans l'année, dont en juin. Donc c'était aussi ce qui me mettait une target aussi pour finir, pour savoir ce qu'il faut que je fasse, pour savoir dans quoi je me reconvertissais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai continué la suite. Et donc là, tu t'es formée donc pour pouvoir en effet du coup être entrepreneuse, et t'as entrepris aussi des formations pour. Alors, Oui. t'es pas devenue psychologue. Non, je suis aujourd'hui, j'ai la casquette de thérapeute et plus précisément accompagnatrice parentale. Alors du coup, j'ai fait deux formations, donc une dans la discipline positive pour pouvoir malgré tout ce qu'on dira de l'éducation positive, il fallait que j'en ai les bases, même si je sais que voilà, pour l'avoir vécu, ça peut être culpabilisateur, et je veux justement, moi, dans les ateliers que je fais, ramener la nuance pour arrêter de culpabiliser les parents sur ce qu'ils font trop ou pas assez. Alors moi, j'avoue que je suis pas trop branchée psychologie positive, et c'est donc je me suis jamais vraiment intéressée au sujet parce que pour plein de raisons, mais du coup ouais, c'est quelque chose dont j'avais jamais perçu ce point-là. L'aspect culpabilisation. Oui. Ouais, parce que en fait, pour être simple, quand on dit en psychologie positive, il faut avoir des pensées positives pour avoir des choses positives qui nous arrivent. Ça a l'air simple quand on dit ça comme ça, mais c'est très dur de contrôler ses pensées, et une personne qui l'a jamais fait, ça lui dire il faut que tu penses positif, c'est compliqué quoi.
et le jour où il lui arrive quelque chose de négatif, elle va tout de suite se jeter la pierre. Elle peut en tout cas se jeter la pierre dessus en se disant mince, j'ai eu une pensée négative en fait, c'est à cause de moi. Alors qu'en fait non, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Peut-être que en pensant positif, on peut être dans une démarche positive et inconsciemment avoir une énergie positive et se mettre avoir des actions, etc., pour accomplir son objectif. Mais l'inverse, la réciproque n'est pas forcément vraie. Donc là, l'éducation positive, si elle est beaucoup pointée du doigt aujourd'hui, c'est surtout pour cette réciproque-là. Et je l'avais vécu aussi quand mon fils a eu ses difficultés, et j'ai envie d'apporter cette nuance. Non, effectivement, il y a des choses qui peuvent être vraies, mais il faut se laisser le bénéfice de l'erreur, enfin le droit à l'erreur et le bénéfice du doute, parce que sinon c'est pointer du doigt le parent, c'est lui faire du mal. Et donc au final, un parent qui est pas bien, c'est forcément une famille qui va pas bien après. Donc non, on n'arrive pas du tout à l'objectif qu'on voulait. Donc du coup, tu as fait cette formation de discipline positive. Voilà. T'en as fait d'autres. Voilà, je me suis inscrite aussi en parallèle à la PNL, à la formation de programmation neurolinguistique, pour être praticienne en PNL. Et je me suis beaucoup renseignée avant de me lancer dedans. J'ai découvert ça en discutant à droite à gauche avec plusieurs personnes, et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, parce que ça fait appel à tout ce qui est langage, à tout ce qui est mental, au fonctionnement du cerveau. Et en plus, les fondateurs de la PNL, ce sont des ingénieurs en informaticiens qui ont modélisé le cerveau d'une personne qui est dans une phase de réussite, et qui se sont dit ok, quelles sont les stratégies que le cerveau met en place pour avoir tel ou tel sentiment à la fin. Donc je sais pas, il y a peut-être aussi ce côté un peu scientifique qui est là, parce que mine de rien, je le nie pas, mon côté scientifique il est là. Je sais que j'ai besoin d'avoir des preuves scientifiques aussi. Donc voilà, ça m'a aussi plu, et je me suis lancée dedans, et là aujourd'hui j'en suis super contente. Et t'as fait là, alors je sais pas où est-ce que tu en es. Je vois sur LinkedIn que tu fais une formation pour pour le burn-out parental, pour le prévenir. Ouais, c'était hyper important aussi pour moi, parce que je me suis dit, si je reçois des parents, je les suis, et que je suis incapable de voir s'ils sont en burn-out parental, ça va être un peu compliqué. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'ai cette corde-là à mon arc, parce que c'est hyper important. En plus, l'éducation positive, quand on essaie de l'appliquer à 100%, on peut s'épuiser et pas s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les parents qui sont en burn-out parental, c'est que voilà, ils s'oublient complètement, ils essayent d'appliquer quelque chose qui n'est pas naturel pour eux, et en s'oubliant, donc ce qui fait qu'ils arrivent à un burn-out. Mais voilà, c'est hyper important, et en finale, je vais prendre le côté il y a 2 formations, donc le prévenir et aussi le guérir, et je vais prendre plutôt le guérir. Ok. Ouais, on en vient toujours au même truc, hein, c'est qu'en fait, que ça soit un burn-out professionnel ou parental ou familial ou global, c'est qu'en fait, d'ailleurs ça a été prouvé scientifiquement, c'est que dès que tu fais quelque chose qui est contre tes valeurs, contre ta vraie nature, ton système il déraille, et le burn-out peut être une des conséquences. Ouais, c'est pour ça que c'est hyper important, et j'aime bien dans mes premières séances, quand j'accompagne les parents, faire un point sur les valeurs
Quelles sont les valeurs? Même, ça peut paraître un peu coach de vie comme ça, mais non, même en parentalité, c'est important parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai jamais parlé de mes valeurs en fait à mes enfants. J'ai jamais parlé des valeurs qui étaient importantes dans cette maison, de ce qui faisait sens pour moi et ce que j'ai envie de leur et du coup automatiquement ce que je leur transmets. Alors quand ils seront grands, ils auront peut-être envie d'en changer et c'est libre à eux, mais en tout cas là ils sont petits et j'ai envie de leur transmettre mes valeurs et donc pour ça il faut que je les connaisse et donc coup après il faut que je leur en Ouais. parle. Bah, d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a pas très longtemps, on a fait un partage des valeurs avec les enfants et avec mon mari en expliquant aux enfants pourquoi telle ou telle chose ça nous rendait zinzin. Tu vois, par exemple, notre fils qui nous dit pas qu'il a des devoirs et il les fait pas. Et donc on lui dit bah là en fait tu touches, donc tu nous mens, mais en fait ça touche à la valeur de la confiance. Et en effet d'expliquer aux enfants ça, mais finalement c'est la même chose en entreprise. En fait, si tu n'expliques pas aux autres enfin, à ton mari, à tes proches, à ton boulot, qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui est essentiel pour que tu te sentes bien, c'est la clé en fait de toute la communication finalement pour mieux se C'est ça. comprendre. Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, comment suite au bilan de compétences, du coup, bon bah t'as trouvé ce qui faisait sens pour toi et tes valeurs. Comment ça s'est passé du coup? Dans ta vie perso, est-ce que t'allais mieux? Comment tu t'es retrouvée? Ouais, alors mon mari m'a dit depuis que depuis que je prends mes médicaments pour la dépression, je suis d'humeur plus calme et tout, mais depuis que j'ai retrouvé enfin j'ai écouté ma voix, je retrouve ma raison d'être, mes valeurs, etc. Euh, il y a plus de sens en fait qui se dégage de moi. Il y a plus de, disons que c'est aligné. Voilà, et du coup, dans la vie de tous les jours, on sait pourquoi je dis telle chose, on sait pourquoi je demande à ce qu'on fasse telle chose. Du coup, il y a moins de résistance, il y a moins d'opposition, et c'est plus fluide en fait. Donc ça n'empêche pas que voilà, des fois on s'engueule toujours avec mon mari comme un couple normal, mais c'est moins, et disons qu'il y a une communication plus vite retrouvée et plus efficace aussi. Ouais, top. Et donc là, du coup, tu as entrepris toutes ces formations. L'idée, donc, c'est de te lancer. Où est-ce que tu en es, du coup, sur le lancement de ton... Déjà, donc, tu as mis fin à ton contrat avec ta précédente boîte? Oui, j'ai signé une rupture conventionnelle en fin novembre 2021. Donc ça c'est bon, c'est acté, c'est fini, ça s'est très bien passé. Et j'ai créé mon entreprise au 1er janvier 2022. Bravo. Merci. C'était une étape, ouais. J'avais hâte. Et donc là, j'ai enfin lancé mes services. Donc je propose des ateliers de parents en visio ou en présentiel, et je propose des accompagnements individuels. Super. Et donc là, tu as commencé, donc tu as eu tes premiers clients? Ouais, je suis super contente parce que disons que tout ce que je fais, toute la communication que je fais commence à payer, même si c'est pas il y a pas une grande file d'attente, hein, j'en suis pas là, mais ça commence à payer. Je commence à voir des clients que je ne connais pas arriver, donc ça fait vraiment du bien. Mais j'aime bien parler de la réalité parce que ça veut pas dire que en tant qu'entrepreneur on n'a pas des bas, et on en a aussi. Et ce que j'ai appris récemment, j'ai fait cette fameuse traversée du désert où en fait dans le jargon des entrepreneurs, c'est qu'on remet tout en question. Et j'ai vraiment remis tout en question, même le fait d'être indépendante, et je me suis dit, est-ce que je vais pas reprendre un travail salarial? Donc mais ça fait du bien de passer par là parce que je me suis rendu compte que j'avais un peu perdu mon pourquoi je faisais ça. Et donc je me le suis rappelé
à l'issue de cette traversée des déserts, je me suis refait un tableau de visualisation, je me suis réécrit les choses, je me suis replongée, je me suis recentrée en fait sur moi-même, et ça m'a fait du bien parce que j'ai repris cet objectif-là, et je sentais que j'étais complètement en train de dévier, quoi. Parce que quoi? Parce qu'en fait, t'étais tellement dans la formation, dans... Non, j'avais fini mes formations et je devais commencer à appliquer, à avoir des clients et tout. Et au début de l'année, début janvier, je venais de créer, j'en avais pas forcément. Et puis en plus, j'avais une perte de visibilité sur Instagram, comme beaucoup d'entrepreneurs en ce moment. Je sais pas ce qui se passe sur Instagram, mais voilà, ça me plombait le moral, et je me disais mince, il faut que je produise encore, faut que je fasse encore plus de posts, de story, de reel, je sais pas quoi et tout. Non, en fait, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de transmettre quelque chose. Donc, transmettre une idée à travers un post. Et moi, je perdais cet objectif-là. Je me disais, il faut que je poste pour poster. Non. Donc voilà, ça m'a remis un peu dans le droit chemin. Et donc je refaisais un travail qui avait du sens et qui était aligné. Ouais, c'est d'ailleurs c'est ce que je disais dans le programme, c'est qu'en fait, en effet, quand on arrive à la fin, on sait ce qui nous fait vibrer, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et donc il y a des moments, moi c'est c'est pareil, il y a des moments où tu dis mais est-ce que c'est bien tout ça, et d'ailleurs tu vois, c'est drôle parce que alors, avant que le projet soit vraiment lancé, j'en avais parlé avec ma coach qui m'avait dit, Charlotte, quand tu es en pleine remise en question de plein de choses, regarde ton cycle menstruel et regarde où est-ce que t'en es. Et moi, à chaque fois, c'est ça, hein, c'est vraiment... et depuis, j'ai interviewé Gaëlle Baldassari qui a créé Kiffe ton cycle, et quand j'avais vu son TEDx, je me dis, mais ouais, mais en fait, je comprends, tu vois, là, en fin de semaine dernière, je me dis, machin, t'as une petite baisse d'énergie, tu te reposes plein de questions sur plein de trucs et tout. Et puis 2 jours après, le soir, tu reçois un message d'une personne qui a fait une bilan de compétences, ou sur Instagram qui dit que le podcast lui a changé sa vie. Donc là, tu te reprends un petit coup de boost. Et puis 2 jours après, ton cycle, t'es dans une autre phase de ton cycle, et là, tu te sens mettre ton énergie, mais décuplée. Et du coup, en effet, dans ces phases de doute, c'est vraiment de se repencher sur ce que j'appelle le mode d'emploi, de se dire, ok, quand j'ai un petit coup de mou, qu'est-ce qui m'apporte du bien-être, qu'est-ce qui en effet, qu'est-ce qui est mon why, comme on dit dans tout, et ça, si je me dévie de ça, bien clairement, parce que quand on est entrepreneur et qu'on se lance, on peut se dire, mais il faut, en effet, je pense que Instagram est quelque chose qui est une fantastique opportunité, mais qui en effet peut être très dangereux aussi. Et de se dire, ok, moi, tu vois, même le podcast, tu vois, de se dire, avant c'était toutes les semaines. Moi, je sais que maintenant c'est plus toutes les semaines. Mais en fait, je me dis, c'est pas grave, en fait. Et tu vois, on en avait parlé avec Clotilde du Soulier, qui avait son blog culinaire avant. On en a parlé aussi, tu vois, avec Margot Motin, qui avait son blog d'illustration. Et en fait, alors, je suis pas Margot Motin, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on a tous qu'on soit hyper connu ou qu'on ait sa notoriété dans son univers. Le truc, c'est quand tu dis, j'ai un rendez-vous, si tu manques au rendez-vous, t'as l'impression que la terre va s'effondrer. Mais en fait, non. En fait, non. Si tu postes pas un post Insta, un billet de blog, un épisode de podcast, une semaine, les gens seront encore là, parce que s'ils aiment ton contenu, ils seront encore là. Et puis, arrêter de se mettre cette espèce de pression qu'on se met tout seul, en fait. C'est ça. On se la met tout seul, parce que c'est exactement ça, hein. J'avais prévu une reprise du podcast après les vacances de Noël au 7 janvier, je crois. Résultat, j'ai pas pu tenir mon engagement. J'ai repris que la semaine dernière. Donc c'est exactement ce que tu dis. Et dans des moments comme ça, donc il y a ce fameux les conseils d'entretien que tu avais mis. Je me suis notée. Je me suis même rajouté les accords Toltec dedans et tout. Et j'ai mis ça dans un joli carnet, et que je n'ouvrais plus. Et en fait, ça servait à rien. Et là, tu vois, j'ai changé. Je me suis
Je me le suis mis dans mon agenda que j'ouvre tous les jours pour mes tâches et tout, mes to-do et tout. Et là, ça change, quoi. Là, vraiment, je le consulte, je le lis et voilà. Et je me suis dit, bah, tu vois, cette traversée du désert, elle est pas, c'est pas quelque chose qu'il faut nier. Elle a été nécessaire en ça. Je me suis refait un tableau de visualisation, je me suis remotivée, je me suis remis mes conseils d'entretien à un endroit où que je consulte régulièrement. Donc, pour la prochaine traversée du désert, tu vois, je saurais, je serai plus armée. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que tu penses que la petite Nadia de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Oh là là, à 6 ans, bah, je pense qu'elle serait impressionnée. Parce que, alors je sais pas si c'est dès 6 ans, mais moi j'ai toujours été très sécurisée par le salariat. Je me suis dit, ça a été transmis aussi de par mes parents, hein, qu'il faut avoir un travail. La sécurité du CDI, la sécurité de l'emploi en France, enfin, voilà, c'est super, c'est génial, on n'a rien à dire là-dessus. Donc il faut en profiter, il faut faire du bon travail pour maintenir son CDI et puis voilà, t'as un salaire qui arrive à la fin de chaque mois, donc c'est génial. Et donc voilà, si la petite Nadia de 6 ans voit que maintenant je suis indépendante et que je dépends complètement d'un chiffre d'affaires qui fluctue, en tout cas là, je pense qu'au début ça va beaucoup fluctuer. Waouh, il y a plus la sécurité qui me rassurait énormément, quoi. Donc je pense que ce serait une grande admiration et aussi interrogation. Et aujourd'hui, du coup, quand tu as voulu te reconvertir et donc être indépendante, comment ça s'est passé du coup? Comment tes parents ont appréhendé ça et ton mari? Alors mon mari, il a pas émis d'opposition particulière ni de grande joie. Il m'a juste dit, bah écoute, ce qu'il faut que tu fasses, c'est quelque chose qui te plaît. Hein. Il y a pas de, on a la chance. Enfin, j'ai la chance d'avoir le chômage, donc voilà. Après, faut que ça me plaise, faut que je m'épanouisse. C'est ce qui est le plus important. Et puis il y a aussi, on a aussi la chance d'avoir son salaire, hein, qui permet aussi de nous de payer la maison, de nourrir les enfants. C'est important aussi tout ça. C'est clair que si j'étais toute seule, je me serais jamais lancée. Donc c'est super de pouvoir compter sur son mari et mes parents, non, ils ont pas trop l'habitude de vraiment manifester leurs émotions. C'est une autre génération, mais disons je pense qu'ils étaient un peu inquiets au début. Mais quand ils ont su que j'avais le chômage, ça les a un peu rassurés. Voilà. Après, je leur communique pas trop toutes les aventures, les hauts et les bas, parce que sinon je vais les inquiéter pour rien. Mais voilà, je pense que ils se sont aussi dit. Voilà, ça peut changer. On peut avoir et ma mère m'a dit, on peut avoir des envies qui changent. Donc, bah, l'essentiel, c'est de trouver un peu ce qui nous épanouit à chaque moment de notre vie, quoi. Ouais. Et tu disais que si tu avais été toute seule, tu te serais pas lancée. T'aurais fait. Est-ce que tu as déjà réfléchi en effet si tu avais été toute seule, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, c'est une bonne question. Alors si j'avais été toute seule, avec les enfants, je me serais pas lancée, ça c'est clair, parce que trop d'enjeux, quoi. Il faut que je puisse les nourrir. Et bah c'était trop d'aventures. Je ne pourrais pas mettre ça. Enfin, je pourrais pas risquer ça. Par contre, si j'avais pas d'enfants, s'il ne s'agissait que de moi, ben ouais, je me serais lancée quand même. Ouais. Parce que je me suis dit bon bah au pire, je peux pas payer mon loyer, bah je retourne chez mes parents. À 33 ans. Mais bon, c'est voilà, il y a toujours une porte, quoi. Alors qu'avec mes enfants, je peux pas retourner chez mes parents. Non.
Bah, ils sont toujours dans les Yvelines, eux. Moi, je suis dans le Nord. C'est vrai que c'est compliqué. En plus, ils ont un petit appartement, il y a que 2 chambres. Non, ouais, ça. Mais bon, oui, en soi, oui, tout ça, c'est matériel. Donc, si en te le disant, tu vois, je me rends compte que oui, on peut toujours, hein, mais je pense que ça aurait été une grosse adaptation que j'aurais aussi demandé à mes enfants. Ouais. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, tes renoncements à toi en te reconvertissant? Mes renoncements. Alors, c'est marrant parce que je suis passée par il fallait que je fasse le deuil de tous les avantages qu'apportait le salariat. Et donc, je pense que c'est ça, mes renoncements. C'est les congés payés, des trucs tout bêtes, hein, les CE, la retraite, ouais, voilà, tous ces choses-là. La sécurité du salaire, forcément, hein. Le salaire qui est fixe et qui est toujours présent à la fin du mois. Donc, c'est ça les renoncements, mes renoncements. Mais c'est ce qui me faisait le plus peur au moment où je voulais me reconvertir. Et à ce moment-là, j'ai dans mon propre podcast interviewé une maman qui est devenue illustratrice et qui a 4 enfants, maintenant 5, et enfin, son mari est aussi indépendant et qui s'en sort, enfin, qui est hyper épanoui, quoi. Et je lui ai posé toutes ces questions, mais comment t'as fait, comment t'as tiré un trait sur tes cotisations de retraite, sur ta mutuelle, sur tes congés payés, sur ton salaire fixe. Et j'ai posé toutes mes questions et discuter avec elle, ça m'a fait énormément de bien. C'est Isor, c'est devenu une amie depuis et ça m'a rassurée, tu vois. Et donc j'ai pu faire mon deuil de tout ça. Super. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Depuis que je me suis reconvertie, Ou dans toute cette phase de réflexion, la plus grande difficulté, c'est de faire connaître la dépression. Parce que moi-même, hein, je pensais que la dépression, il fallait juste claquer des doigts et dire c'est bon, je vais mieux pour aller mieux. En fait, non, c'est vraiment une maladie et là où c'était vraiment difficile pour moi, c'est que pour mon mari, c'était compliqué aussi parce qu'il était aussi dans ce schéma-là. De la dépression, il suffit d'aller mieux pour aller mieux, mais en fait non. Et quand tu vas pas bien et qu'il faut en plus convaincre ton mari que c'est une maladie, que tu peux pas juste dire je bouge et voilà. Et en plus, enfin j'étais pas non plus à 100% à dormir dans mon lit, à pas pouvoir me lever du lit, quoi. Donc c'était en plus difficile d'admettre que j'étais en dépression pour quelqu'un d'extérieur, tu vois. On a tous ce cliché qu'une personne dépressive, c'est une personne qui est au fond de son lit. Bah non, pas forcément. Ça arrivait quelquefois et il est arrivé un jour où je suis sortie de mon lit à 16h, mais pas tous les jours. Et la plupart du temps, j'étais en activité pour mon podcast ou en activité pour me reconvertir et en fait, c'est ce qui me tenait et j'avais envie de me tenir à ça. C'est parce que c'était hyper important, c'est ce qui me faisait, constamment avoir la tête, hors de l'eau. Donc voilà, avec tout ça, dire que tu es en dépression, ça peut paraître un peu bizarre pour des personnes extérieures. Mais voilà, faut sortir de ce cliché-là et je pense que voilà, il faut éduquer, les personnes qui savent pas ce que c'est. ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis la plus fière? J'ai encore du mal des fois à, à me réjouir de mes réussites et tout, mais c'est mon éducation, hein, qui fait que il faut que je change là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir
d'avoir créé mon entreprise, d'avoir réussi ce parcours, d'avoir mon numéro de SIRET, mon entreprise qui s'appelle Nadia Davoulouri, c'est mon nom de jeune fille. Je suis hyper fière de ça, vraiment. De monter petit à petit mes stratégies, de monter petit à petit ma façon de faire venir à moi les parents qui sont démunis, ma façon de les aider aussi, voilà, d'avoir les retours aussi. Après, c'est hyper important et glorifiant. Donc voilà. Génial. Aujourd'hui, donc, bon, t'en as un petit peu parlé, mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est quoi tes peurs? Mes peurs, c'est de pas réussir à avoir comment dire? Disons que je me laisse le temps. Je me suis donné comme objectif de remplir à 50% mon activité d'ici juin, et à 100% par rapport à ce que je me suis donné comme objectif fin de l'année. Je suis quand même beaucoup rassurée par le fait que j'ai l'indemnisation du chômage. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ma peur aujourd'hui, c'est de pas réussir à faire mon objectif à 50% d'ici juin. Et voilà. Et j'ai une autre peur aussi, c'est quand je vais avoir mon premier avis négatif entre guillemets. Je pense on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est clair. Et ma méthode de travail que j'ai choisie, la PNL, ne peut aussi ne pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Et puis ma personnalité aussi peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui font que mes accompagnements peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais voilà, je pense que cet avis négatif, ça me fera un peu de mal aussi, donc j'en ai peur. Là, c'est marrant parce que hier soir, il y a une personne en fait qui a presque fini le bilan de compétences et qui m'avait mis un commentaire dans un formulaire la semaine dernière en disant que vraiment tout était vert, vraiment 5 étoiles et tout. Et hier, elle m'envoie un message, elle me complète un autre formulaire parce que il y avait eu un petit décalage. Où là, elle me dit qu'elle est moyennement satisfaite. Donc là, hier soir, j'étais là, mais c'est pas possible, je comprends pas. Enfin, en plus, déjà, bon, j'ai à cœur que tout le monde soit satisfait. Et puis, et donc, je lui ai envoyé un mail en disant, écoute, franchement, j'aimerais juste comprendre, en fait, parce que vraiment, je l'ai pas vécu bien parce que c'est tellement important pour moi que les gens soient satisfaits que voilà, quoi. Et donc, je lui dis, écoute, je vais te partager le truc simplement. Je comprends pas le décalage entre. En plus, c'est quelqu'un qui a mis une note à chaque chapitre qu'elle a suivi, Ouais. sachant que et il y avait, j'ai fait la moyenne des trucs et elle était à 4,97 sur 5. Donc je dis, enfin, tu vois, autant, il peut y avoir en effet des gens qui sont plus ou moins satisfaits, mais là, en l'occurrence, bon, je touche du bois, il y en a pas encore. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle m'a envoyé un mail hyper mignon cette nuit en me disant, en ce moment, je vais pas très bien. Oui, en effet, en ce moment, je vais prendre du recul et je vais le remplir quand je l'aurai fini. Parce que je dis, aussi dire que donner une appréciation sur quelque chose qui n'est pas fini, c'est un peu peut-être dommage aussi. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et tu vois, j'en ai parlé avec une coach avec qui je travaille en lui disant c'est dur quand quelqu'un te dit qu'il est pas content parce que c'est un truc qui est tellement important comme notre mission à toutes les deux, c'est d'aider les personnes. Ouais. Et elle m'a dit, mais tu sais, Charlotte, faut que tu sois consciente qu'en fait, tout le monde sera pas content. Je dis oui, mais moi j'ai envie que tout le monde soit content. Écoute, je touche du bois pour l'instant. J'ai jamais eu de commentaires négatifs sur le podcast en 2 ans, ni sur le bilan de compétences sur plus de 50 inscrits. On touche du bois du singe, mais bon, je pense que forcément un jour il y a quelqu'un qui va dire je suis pas complètement satisfait et je partage avec toi, c'est quand ça vient tellement du cœur. Après, tu vois, c'était un truc quand dans tout mon process de réflexion sur comment je veux vers où je veux amener, pourquoi pas moi et tout. J'en avais parlé avec une amie qui est coach qui m'a dit, tu sais Charlotte, quoi que tu fasses, ce qu'il faut que tu saches, c'est que
tu vas vendre entre guillemets de la valeur, mais tu ne vas pas te vendre toi-même. Oui. Donc arriver à se dissocier de moi et de mon travail, et C'est ce qui est pas un vrai évident, ouais. sujet. Ouais. Surtout quand on est en entreprise individuelle, hein, l'entreprise, c'est nous. En plus quand j'aide les parents, c'est moi que je me mets devant eux. Donc et toi, c'est pareil. T'as mis tout ton cœur dans ton programme. Donc effectivement, ouais. Mais après, je pense que on dit toujours que, en tout cas pour les psys et les thérapeutes, quand une personne va chercher un psy ou un thérapeute, il faut pas qu'elle s'arrête à la première déception, parce que il faut trouver quelqu'un en qui elle a confiance, sa personnalité. Enfin, il y a plein de personnalités différentes, Carrément. donc elle peut pas matcher avec tout le monde. Il Ouais. faut qu'elle trouve la bonne. Donc forcément, tu vois, il y en a avec qui ça va pas aller, et il y en a avec qui ça va aller. Donc C'est un peu, parce que moi ça, je fais souvent ce parallèle-là avec l'assistante maternelle. Moi, je me rappelle, tu vois, les enfants, ils avaient une assistante maternelle, et qui était une femme qui avait l'âge de nos parents, donc qui était grand-mère et tout. Et elle m'avait dit, vous savez, Charlotte, en gros, moi, je vais passer dans ma journée, je vais leur apprendre à manger telle chose, je vais leur apprendre la propreté, mais si vous faites pas le suivi de ce que je leur apprends à la journée, pour moi, c'est compliqué. Et à côté de ça, pareil, si vous avez des choses qui sont importantes par rapport à la tenue à table, par rapport en effet à l'alimentation, à la propreté et tout. Si moi je suis pas d'accord avec vous, avec votre façon d'élever les enfants, forcément vous allez pas être contente non plus. Et c'est vraiment en effet ce truc de se dire parce que d'ailleurs c'était drôle, parce qu'elle me disait, vous savez, Charlotte, mon métier c'est assistante maternelle. Mon métier c'est de vous assister. Oui. Et tu vois, et clairement, dans tous ces métiers-là, on a tous des personnalités qui peuvent matcher ou pas. Et c'est vrai que il y a des gens qui vont attendre que leur psy ou leur coach soit quelqu'un de cash, d'autres qui vont attendre que ça soit quelqu'un qui soit plus en mode je te caresse dans le sens du poil. C'est ça. Ouais. Moi, je suis plutôt dans le sens où je questionne la personne pour qu'elle puisse trouver ses propres réponses, ses propres conclusions. Je donne pas trop de conseils, sauf si on m'en demande. Mais voilà, faut que ça plaise. Si quelqu'un vient me voir en voulant des conseils cash, faudrait faire ci comme ça, non, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est pas ma méthode. Ouais, c'est vraiment chacun ses attentes, les attentes de chacun. Et si là, il y a quelqu'un qui t'écoute, qui sait pas que t'es passé par une phase de dépression, qui voit que aujourd'hui alors on ne voit pas à l'écran, mais on l'entend, hein, on l'entend, que tu as le sourire et tout, et qui te dit mais tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? Ah non. Non, parce que moi, ce que je dis toujours, la dépression, oui, c'est un moment difficile, mais c'était nécessaire pour cette reconversion. Et je dirais que je suis tombée bas pour mieux remonter. Et pendant toute cette phase d'arrêt maladie, je me suis extrêmement activée pour mettre en place ma reconversion. D'ailleurs, peut-être que certains diront que j'en ai profité, mais non, c'était justement pour pas me laisser attraper encore et tirer vers le bas par la dépression. Et voilà, pour moi c'est la suite des événements. Tu parles de cadeau mal emballé, et c'est ça, c'est ma dépression, c'est mon cadeau mal emballé, tu vois. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Oh là là. Je sais. En plus, les conseils, j'ai tendance à les oublier, et faut qu'on me les redise plusieurs fois, et limite au bon moment. Parce que j'ai tendance à être vraiment trop à tête dans le guidon, à pas trop écouter, et je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Toujours être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, de voir des opportunités ou pas, mais le conseil que tu vois, ce qui me revient toujours, c'est d'être à l'écoute de son corps. Pour moi, ça a été une révélation, et c'est la plus grande satisfaction que j'ai depuis que je l'écoute, parce que j'ai eu des torticolis en début d'année,
un très gros torticolis, et qui encore une fois me disait quelque chose. J'ai eu un lumbago qui me disait aussi quelque chose pendant ma traversée du désert. Donc vraiment, depuis que j'écoute mon corps, je vois les choses autrement. Top. Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Alors le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est que il y a rien de, il y a pas de fatalité. Il y a, tu signes pas avec ton sang pour quand tu te reconvertis pour le reste de ta vie. C'est pas c'est pas une reconversion que tu dois absolument montrer que tu réussis absolument pour montrer que tu as fait le bon choix. Si tu t'es si tu as échoué, c'est pas grave. Et même quand tu échoues, tu en retires de super leçons. Donc bon, j'en suis pas là, mais je pense qu'on le dit pas assez ça, et ça serait peut-être ôter un poids dans le cœur de certains entrepreneurs que d'avoir plus ce message-là. Ouais. Tu vois, on en parlait, c'était d'ailleurs ce que disait Émilie Martinet dans En chemin, donc qui était passée de commerciale à architecte d'intérieur décoratrice, et elle disait justement qu'en fait, elle a réussi vraiment à se libérer d'un poids, d'une charge mentale, le jour où elle s'est dit que en fait, bah, si elle échouait, c'était pas grave en fait. Et je pense que c'est vraiment un truc qui fait que évidemment qu'au fond de toi, t'as pas du tout envie d'échouer, mais c'est à partir du moment où tu dis si j'échoue, c'est pas grave. Et ben en fait, tu te libères d'un poids qui fait que du coup, bah tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus sereine. C'est ça. C'est quoi tes rêves pour la suite? Mes rêves pour la suite, c'est d'avoir un maximum de parents à aider, parce que je m'épanouis vraiment dans mes séances de PNL. Je suis vraiment contente de voir ce regard qui s'illumine des personnes qui viennent me voir, et aussi à travers mes ateliers, parce que être entourée de parents, de partager nos galères au final, ça fait du bien, ça réconforte. Donc à la fois pour moi, hein, parce que je suis aussi je prends aussi du parti de mes propres ateliers. Donc voilà, ça c'est mon rêve, et comme je te dis aussi d'avoir cette direction d'experte familiale, Ouais. de relations familiales. Qu'est-ce qui fera que tu te diras que t'as réussi? C'est assez dur cette question. Parce que c'est dur, parce que quand on se met des objectifs, des petits objectifs qui sont voilà, smart, hein, atteignables, mesurables, tout ça, mais quand on les a atteints, on s'en met d'autres. Et jamais on se dit à un moment c'est bon, là j'ai fini, j'ai réussi. Alors qu'à chaque moment on pourrait se dire j'ai réussi. Donc tu vois, là je pourrais dire bah tu vois, j'ai déjà réussi à créer mon entreprise, j'en suis super fière. J'ai mené ma reconversion. Et à l'avenir, à quel moment j'aurais réussi? Je pense que ben le moment où j'aurai de l'attente sur mes rendez-vous, enfin où les personnes qui prennent rendez-vous devront attendre. Peut-être que là, je dirais, je pourrais dire que j'ai réussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça, du coup? Ouais, bah oui, ça. Et il y a une chose qui m'a énormément marquée dans ton interview avec Laetitia Millot. Elle ne savait pas ce que c'était que le syndrome de l'imposteur. Et ben, j'aimerais bien être comme ça, tu vois. Ah ouais, elle était là. Mais non, je vois pas de quoi tu parles, je connais pas. Alors ça c'est génial. J'aimerais bien me débarrasser de ça un jour, et ne pas le transmettre à mes enfants. Ouais.
Et c'est un peu tes prochains défis. Est-ce que tu en as là pour les 3-6 mois à venir, jusqu'à la prochaine fois que j'aurai le plaisir de te réinterviewer? Les prochains défis? Ouais. Bah écoute, on pourra effectivement voir cet objectif de 50% que je me suis fixé. Bah d'une manière générale, comment j'aurais traversé mes prochaines phases de down, traversée du désert ou pas, manque de motivation ou autre. Si je les traverse aussi bien que celle-là, là, en début janvier, je pense que j'en serais satisfaite. Je te le souhaite. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À plusieurs personnes. Bah d'abord à mon mari parce que il est même quand il comprend pas, il est soutenant à sa manière et ça fait du bien. À toi parce que quand j'hésitais à prendre une formation d'introspection, de bilan de compétences, t'as su répondre à mes questions de manière totalement sincère, donc merci. En plus ça m'a fait du bien. Et j'ai aussi envie de dire merci à Mylène Faure. Parce que la formation qu'elle a mis en place, elle est super. La communauté qu'elle met derrière en place est super aussi. C'est très soutenant. Et ah oui, et il y avait une peur dont je n'ai pas parlé parce que oui, du coup, j'en arrive à ça. En devenant entrepreneur, j'avais peur de me retrouver seule. J'ai beaucoup souffert de la solitude, hein. Et j'avais peur de me retrouver encore plus seule. Et en fait, non. C'est tout le contraire, parce que quand t'es salarié, tu vas dans une entreprise où il y a des gens que tu n'as pas choisis qui sont là, tu t'entends bien ou pas avec. Mais quand t'es entrepreneur, c'est différent, parce que j'ai voulu être proactive vis-à-vis de cette peur, donc je me suis inscrite à des réseaux d'entrepreneurs, etc. Et là, tu choisis les gens avec qui tu as envie de garder contact ou pas, et c'est un peu tes collègues, quoi. Et du coup, bah, c'est des relations qui sont forcément, comme elles sont choisies, qui sont forcément plus efficaces, intéressantes et sincères. Ouais, génial. Merci Nadia, et puis du coup à très vite pour la suite des aventures. Si des personnes veulent te suivre, alors je mettrai les liens sur le blog, mais en 2 mots, où est-ce qu'on te retrouve? Principalement sur Instagram, je suis très présente là-dessus, donc nadia.thérapeute, et sinon sur mon site. J'ai une page contact, donc s'il y a des questions, qui n'hésitent pas à venir me contacter. Merci beaucoup Nadia. Merci à toi Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous mets donc tous les liens sur le blog pour suivre Nadia. Et si, comme Nadia, vous avez envie de découvrir votre place, savoir ce qui apporte du sens dans votre vie, je serai ravie de vous y aider grâce au bilan de compétences nouvelle génération. Vous aurez toutes les informations dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous dis à demain dans la newsletter et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.